Alors je vous remercie et je remercie tout particulièrement l'Institut pour la justice de m'avoir gâté en me confiant, alors que je suis magistrat, le sujet de « Faut-il accroître la responsabilité des magistrats ?» Comme je ne suis pas d'une nature masochiste et que je tiens à sortir vivante de ce colloque, je vais en premier lieu, bien sûr, tenter de ne pas me faire harakiri, mais également de vous expliquer les choses de la manière la plus impartiale possible, l'impartialité étant une des premières des qualités requises pour un magistrat. Alors, faut-il renforcer la responsabilité des magistrats ? Dans son testament politique, Richelieu écrivait « Il est plus facile de dénoncer les maux de la justice que d'en prescrire le remède ». Et c'est dire donc toute la difficulté du sujet que je vais traiter. En 2006, André Valigny, qui était alors président de la commission d'enquête parlementaire dans l'affaire d'Outreau, s'alarmait en ces termes qui me paraissent particulièrement justes. La justice traverse dans notre pays une crise de confiance sans précédent et trop de Français pensent qu'elle fonctionne mal. Ils disent même souvent la redouter. C'est grave pour la justice elle-même, bien sûr. C'est dangereux pour la démocratie. Car lorsque ce pilier du pacte social vient à se fissurer, c'est tout l'édifice du pacte républicain qui est menacé. Et quand le doute sur la justice s'installe, c'est la société qui peu à peu se déchire. Donc il est clair que dans un état de droit, le crédit de la justice passe par la confiance que lui accordent les citoyens. Alors, à la suite du séisme qui a été provoqué par l'affaire d'Outreau, le Conseil supérieur de la magistrature, qui était tout à fait conscient des enjeux, a consacré son étude annuelle dans son rapport qu'il publie annuellement à l'analyse de cette crise de confiance. Et pour analyser cette crise de confiance, il est parti de deux enquêtes qui avaient déjà été réalisées, l'une en 1997 et l'autre en 2001, et qui démontraient déjà, à cette époque, que l'institution judiciaire souffrait d'un déficit de confiance auprès de sa population. Le CSM a souhaité faire réaliser un nouveau sondage par l'IFOP, et ce nouveau sondage sur l'image de la magistrature a été comparé avec l'aide de chercheurs aux deux sondages que je viens d'évoquer. Alors les enseignements de cette étude qui sont publiés au rapport annuel sont très éclairants. Je vais uniquement me borner à vous dire ce qui est de nature à éclairer notre réflexion sur cette très délicate question de l'opportunité d'un renforcement de la responsabilité des magistrats. Selon donc ce sondage, 4 constantes apparaissent comme étant les ferments du divorce entre l'opinion publique et la justice. Le premier constat, c'est un constat général qui dépasse la seule sphère judiciaire. Il est manifeste que l'élévation culturelle d'une société entraîne une augmentation du niveau d'exigence des citoyens à l'égard de leurs services publics, et la justice, bien sûr, n'échappe pas à cette règle. Deuxième constat, dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui et dont M. Guillaume va nous parler tout à l'heure, la médiatisation de la société. Cette médiatisation, elle constitue une donnée dont toute institution doit maintenant savoir tenir compte. Troisième constat, relevé par cette enquête du CSM, c'est le phénomène de l'accélération de la société avec les exigences accrues de la maîtrise du temps. Et cette célérité, cette exigence de la maîtrise du temps est en réalité très souvent en décalage avec les rites, avec les rythmes de notre institution judiciaire et avec les grands principes et les règles de procédure.
car en même temps, le contradictoire et tous les principes de procédure exigent du temps, mais ce temps nous est de plus en plus compté dès lors que, comme cela a été souligné, la demande de justice s'accroît de jour en jour. Il est clair que les services publics de la justice n'échappent pas à l'approche consumériste. Enfin, et c'est le dernier constat de ce rapport, selon le sentiment du public, la magistrature vit parfois hors de son temps, cela nous a été reproché tout à l'heure, et paraît ne pas vouloir y entrer. L'hermétisme du monde judiciaire contribue à sa méconnaissance. Or, doute et confiance, on l'a déjà dit, sont deux concepts qui sont difficilement conciliables. Alors, quoi qu'il en soit, si la justice veut être respectée, il faut qu'elle, par l'opinion publique, elle doit se donner les moyens d'être respectable et il nous faut tirer les leçons des dysfonctionnements dont la presse se fait quotidiennement ou du moins régulièrement l'écho. Le juge n'échappe pas à la surveillance démocratique et il est donc naturel qu'il réponde de ses actes s'il veut conserver sa légitimité et sa crédibilité. Mais la question de la responsabilité des magistrats est une question en réalité redoutable. Elle est redoutable pourquoi? Parce qu'elle s'inscrit dans un contexte de lutte historique qui a été évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, lutte historique, mais lutte au sens fort du terme, parce que c'est une lutte souvent sans merci entre les différents pouvoirs, et cette lutte impose une recherche constante d'un juste équilibre entre, d'une part, la responsabilité et d'autre part, la garantie de l'indépendance d'une véritable justice. Alors, nous allons voir maintenant que les composantes de cette responsabilité, qu'il s'agisse de la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire, sont constitutionnellement et législativement très encadrées, ce qui est normal, et ceci en fait un régime spécifique. La responsabilité des magistrats est encadrée dans un régime très spécifique, très mal connu de la plupart de nos concitoyens, et souvent même très mal connu des magistrats. Et nous verrons ensuite que ce régime a connu, au cours de toutes ces dernières années, des avancées non négligeables, mais sans pour autant, je dois le dire, parvenir à satisfaire l'attente des justiciables dont certains d'ailleurs, je dois dire, fantasment parfois à l'idée de juger ceux qui les jugent. Alors, nous allons examiner tout d'abord comment concilier indépendance et responsabilité. C'est une équation très difficile à résoudre. Si l'ensemble du droit constitutionnel des pays d'Europe continentale proclament tous l'indépendance de la justice ou des magistrats, en réalité, il y a peu de constitutions, à l'exception de l'Espagne, qui affirment corrélativement un principe général de responsabilité du magistrat à raison de ses actes. Une idée maîtresse domine dans les démocraties parlementaires. La responsabilité du magistrat, c'est d'abord celle de l'État, s'agissant d'une fonction régalienne par excellence. C'est le choix qui a été fait par le législateur français en 1972 d'un effacement progressif de la responsabilité personnelle des magistrats qui sont regardés le plus souvent comme des agents de l'État dans un système de responsabilité du service public de la justice. Donc à partir de cette loi de 1972, auparavant il y avait la procédure de prise à partie qui pouvait pointer une responsabilité personnelle du magistrat, mais comme elle n'était quasiment jamais utilisée, cette loi est intervenue en 1972 et à l'exception des cas de responsabilité sans faute qui sont régis par des régimes spéciaux, c'est le cas en matière de tutelle où tout le monde peut demander réparation sans faute, c'est le cas en matière de condamnation, de révision des condamnations pénales, c'est le cas en matière de détention provisoire injustifiée, eh bien, le Code de l'organisation judiciaire a posé les bases de la responsabilité du fait du fonctionnement du service de la justice. Et l'article 141 du Code nous dit « L'État est tenu de réparer le dommage causé
par le fonctionnement défectueux du service de la justice, sauf disposition particulière, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. En réalité, les évolutions du droit de la responsabilité de l'État ont conduit à substituer à la faute lourde la faute simple, ce qui est actuellement la pratique. Alors, s'agissant de la responsabilité personnelle du magistrat, nous avons l'article 141.2 du COJ qui nous dit « La responsabilité des juges à raison de leur faute personnelle est régie s'agissant des magistrats du corps judiciaire par le statut de la magistrature et les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants qui sont très enserrés, s'il y a fraude, dol, concussion ou faute lourde commise soit dans le cours de l'instruction, soit des jugements, et s'il y a déni de justice. Et quoi qu'il en soit, l'État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges. Donc, ce n'est que dans le cas où le magistrat commettrait une faute qui est détachable de son service, du service, que cette faute est susceptible de rester à sa charge. Il ne peut alors s'agir que d'une faute intentionnelle ou inexcusable. Récemment, certains justiciables qui ont estimé que ces textes étaient beaucoup trop protecteurs à l'égard des magistrats ont posé, par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité, la question de la constitutionnalité de ces textes. Et la Cour de cassation a été saisie de 2 QPC en 2012. La première portant sur le principe de la violation du principe d'égalité en raison de la disposition qui conditionne l'engagement de la responsabilité de l'État à la présence d'une faute lourde. La Cour de cassation a estimé que ce n'était pas une question sérieuse, qu'elle n'avait pas lieu d'être transmise au Conseil constitutionnel, compte tenu de l'interprétation très large qui a été faite de la faute lourde depuis un arrêt d'assemblée plénière, c'était l'affaire Grégory Villemain. Et depuis cette affaire, on entend par faute lourde en réalité une faute simple, c'est-à-dire toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits qui traduisent l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi peut constituer une faute. C'est donc une définition très extensive. Il y a eu également une deuxième QPC récente qui a invoqué la violation du principe de la séparation des pouvoirs du fait que les dispositions réservaient aux magistrats de l'ordre judiciaire l'appréciation de la faute, de cette faute. Mais la Cour de cassation, là encore, n'a pas transmis la QPC parce qu'il a estimé qu'il appartenait, du fait du principe de la séparation des pouvoirs, il n'y avait que l'ordre judiciaire qui pouvait se prononcer pour savoir s'il y avait, oui ou non, une faute des magistrats de l'ordre judiciaire. Voilà, je vous ai posé ce cadre juridique qui, pour certains, peut paraître un peu austère, mais je pense qu'il est très important de savoir de quoi on parle. Maintenant, je voudrais vous dire que statistiquement, le nombre des actions en responsabilité contre l'État n'a cessé de croître au cours de ces dernières années. Et selon la direction juridique du ministère des Finances, il y avait en stock en 2010 il y avait 775 dossiers en stock. Donc depuis 2010, vous pouvez imaginer qu'il y en a encore beaucoup plus. Je n'ai pas pu avoir le nombre exact. Et il faut savoir que toute décision de condamnation de l'État à raison d'une faute d'un magistrat est communiquée par le garde des Sceaux au chef de cour ainsi qu'aux magistrats concernés. Alors, je vous ai rappelé les grandes lignes du cadre dans lequel s'exerce ce recours en responsabilité. Maintenant, nous allons nous interroger sur la faisabilité d'un élargissement de la responsabilité personnelle du magistrat. Est-ce qu'il est possible réellement, en cas de mal jugé, s'il s'agit d'un juge, ou en cas de mal apprécié, s'il s'agit d'un magistrat du parquet, de mettre en œuvre la responsabilité personnelle du magistrat, sachant qu'effectivement, le magistrat
ne peut être poursuivi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, c'est-à-dire toute faute quelconque entraîne la responsabilité de celui qui commet la faute, et les magistrats donc ne sont pas tenus à une assurance de responsabilité professionnelle comme la plupart des professionnels. Le professeur Guinchard, qui a la réputation de ne pas beaucoup apprécier les magistrats, mais je pense qu'il n'est pas le seul, nous dit dans une jolie formule « Régime spécifique ne signifie pas irresponsabilité ». Cette formule lapidaire, aussi séduisante qu'elle puisse apparaître, ne suffit pas pourtant à écarter certains obstacles. Ces obstacles, c'est tout d'abord la question de la collégialité pour les magistrats du siège. Comment condamner un juge personnellement lorsqu'il a rendu une décision collégiale, et ce, d'autant qu'en France, contrairement à beaucoup d'autres pays et contrairement à la Cour européenne, le magistrat qui n'est pas d'accord dans la collégialité avec la décision prise par les autres, qui est mis en minorité, n'a pas le droit de publier son opinion dissidente. Donc il y a une décision des 3 juges qui interdit toute imputation individuelle. Vous voyez que c'est déjà une première complexité. Une deuxième complexité, ce sont bien sûr les voies de recours. Ces voies de recours, elles traduisent le caractère relatif de la vérité judiciaire, puisque le double degré de juridiction permet à tout justiciable qui n'est pas d'accord avec une décision, eh bien, d'obtenir que son affaire soit rejugée et réexaminée par d'autres magistrats. La justice, et si vous êtes ici, vous le savez, elle est éminemment faillible, et les garanties procédurales, eh bien, prennent déjà heureusement en compte cette faillibilité. Enfin, dernière difficulté, la fonction pacificatrice de la justice impose qu'au terme d'une procédure et après l'épuisement de toutes les voies de recours, eh bien, le justiciable obtienne une décision qui est cette fois définitive, qui s'impose aux parties et qui est revêtue de ce que l'on appelle l'autorité de la chose jugée. Là encore, il est très difficile, une fois que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée, de mettre en cause la responsabilité personnelle du juge. Alors, ce sont toutes ces difficultés qui, en réalité, expliquent pourquoi le législateur, en 1972, a préféré faire le choix d'une responsabilité plus collective que personnelle, puisque l'objectif premier, c'est quand même de remédier aux accidents de la vie judiciaire. Donc, dans la mesure où les victimes de dysfonctionnement du service public de la justice peuvent obtenir réparation de leurs préjudices en s'adressant à l'État, même pour faute simple, il est logique que nous nous interrogions sur le bénéfice que pourra tirer le justiciable d'un élargissement de la responsabilité personnelle du magistrat. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on recherche en mettant en avant la responsabilité individuelle du magistrat? Est-ce que c'est le fait qu'il ait davantage conscience de ses devoirs? Est-ce que c'est le fait qu'il ait davantage conscience des risques qu'il fait courir au justiciable? Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est peut-on espérer une meilleure qualité de la justice du fait d'une plus grande responsabilité personnelle des magistrats? Eh bien, la réponse n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente, pourquoi? Parce que d'abord, certains autres pays ont fait ce choix. C'est par exemple l'Espagne ou l'Italie. Et alors, les magistrats souscrivent tous une assurance de responsabilité professionnelle qui prend en charge les dommages, et de la même façon que toutes les professions libérales, les avocats ont une assurance, et s'ils commettent des erreurs, eh bien, c'est leur assurance qui paie le préjudice qu'ils ont causé. Voilà, tout à fait, certain. Alors, il faut être lucide, je crois. Toute décision judiciaire est une prise de risque qui engage au quotidien la responsabilité du juge. Quand on est juge des enfants, par exemple, quand on fait retirer
un enfant à ses parents à 6 heures du matin parce que les parents sont des toxicomanes qui commettent des mauvais traitements enfants, on ne sait jamais si ça ne va pas dégénérer, s'il ne va pas y avoir des incidents très graves. C'est une prise de risque, il faut le peser, mais il faut aussi que le magistrat décide. Tous les juges aux affaires familiales prennent tous les jours des décisions à risque. Lorsqu'on met en détention provisoire quelqu'un, on court un risque. Il peut se suicider ou il peut y avoir d'autres inconvénients encore parfois plus graves. Les sorties, les libérations, on l'a vu, on vous en a parlé longuement, sont des prises de risque extrêmement importantes. Donc ce qui me choque le plus, ce n'est pas que la responsabilité personnelle du magistrat ne soit pas directement mise en cause, mais le soit par le biais de l'État. Ce qui me choque, me semble-t-il, le plus, c'est l'absence à ce jour en France de toute action récursoire de l'État à l'encontre d'un magistrat de l'ordre judiciaire. C'est-à-dire l'État paye, mais si la faute est grave, il doit se retourner contre le magistrat. Or, à ce jour, il y a eu une seule action récursoire qui a été diligentée à l'encontre d'un magistrat, mais c'était un magistrat de l'ordre administratif, et c'était pour cause de longueur déraisonnable d'une procédure. Donc évidemment, ceci n'est pas de nature à rassurer les justiciables et à canaliser la vindicte de certains d'entre eux qui sont irrités par le sentiment que les juges bénéficieraient d'une sorte d'impunité. Alors en définitive, le renforcement du régime de la responsabilité des magistrats n'est-il pas plutôt à rechercher sur le terrain de la déontologie, c'est-à-dire du disciplinaire, afin de prévenir la faute et surtout de la sanctionner réellement dans la personne même du magistrat? Il est évident que la responsabilité de l'État ne doit pas gommer la responsabilité de l'homme magistrat, et c'est la raison pour laquelle le législateur, à la suite de l'affaire d'Outreau, a modifié assez profondément le régime disciplinaire des magistrats. Première avancée que je vais évoquer maintenant très rapidement, c'est tout d'abord une nouvelle définition de la faute disciplinaire des magistrats qui a été élargie. Les fautes disciplinaires sont définies principalement par référence au statut de la magistrature. Qu'est-ce qu'il y a dans le statut? Il y a d'abord le serment de tout magistrat. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Nous avons aussi une obligation de réserve qui est prévue par l'article 10. Et enfin, l'article 43 du statut de la magistrature définit la faute disciplinaire avec précision. C'est tout manquement par un magistrat au devoir de son État, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. Alors la commission parlementaire, dans l'affaire d'Outreau, a voulu élargir le périmètre de cette faute disciplinaire et il a proposé d'ajouter que dorénavant, la méconnaissance manifeste par des juges des principes directeurs de la procédure civile ou de la procédure pénale puisse engager la responsabilité du magistrat. Le gouvernement, excusez-moi, le gouvernement avait déposé un projet en ce sens, mais ce projet a été en partie seulement, censuré par le Conseil constitutionnel, qui a dit certes, vous pouvez engager la responsabilité professionnelle des juges à raison de la mauvaise conduite du procès, mais les principes d'indépendance de l'autorité judiciaire et de séparation des pouvoirs font obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires lorsque la violation n'a pas été préalablement constatée par une décision de justice devenue définitive. Donc, le législateur a modifié son texte et dorénavant, selon l'article 43 alinéa 2 de l'ordonnance statutaire, la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure peut constituer une faute disciplinaire si elle émane d'une décision judiciaire revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Alors il faut bien comprendre que cette nouvelle définition, c'est quelque chose de très important qui modifie radicalement, à mon sens, les conditions de la recherche de la responsabilité des magistrats dans la conduite de leurs fonctions juridictionnelles. Et d'ailleurs, très récemment, dans une affaire dont la presse s'est fait l'écho, le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi sur ce fondement et il a bien rappelé dans sa décision les 3 conditions exigées pour caractériser la faute. Il faut une violation des règles de procédure, le caractère définitif de la sanction et le caractère délibéré de la violation grave de la règle de procédure. Deuxième avancée, de nouvelles sanctions disciplinaires, je ne vais pas m'étendre, ont été prévues, là encore, et ces sanctions, d'une part, sont plus sévères et d'autre part, touchent le magistrat au porte-monnaie. Il peut être privé d'un certain nombre d'avantages, de primes, il peut être suspendu de ses fonctions, exclu, rétrogradé, etc. Enfin, troisième avancée qui m'apparaît la plus importante, que je pense vous avez évoquée ce matin, c'est la possibilité dorénavant pour tout justiciable de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Là encore, il ne faut pas minimiser cette nouvelle procédure. Elle est nouvelle, ça veut dire que nos concitoyens n'en ont pas encore pris toute la mesure. Mais quand ils l'auront pris, à mon avis, elle risque de faire très mal. La loi organique donc, de 2010 a souhaité associer les particuliers à la mise en jeu de la responsabilité des magistrats grâce à la création d'une commission d'examen des plaintes des justiciables. C'était une réforme qui était d'ailleurs demandée depuis de nombreuses années. Désormais, tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, nous dit le texte, qui estime donc dans cette procédure le concernant, le comportement adopté par le magistrat dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Et cette plainte est examinée par une commission des requêtes composée des membres de la formation compétente à l'égard des magistrats, soit du siège, soit du parquet. Les conditions de cette saisine, elles sont très cadrées et c'est normal, parce que si on veut parvenir véritablement à engager la responsabilité des magistrats, il faut que cela soit fait sérieusement, car à chaque fois qu'un justiciable serait mécontent de la décision, il ferait appel à cette commission. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la recherche de la faute et à partir du mauvais comportement du magistrat, et à partir de cette recherche, de voir si le comportement du magistrat, en effet, n'est pas conforme à son statut. Alors, la plainte, bien évidemment, ne peut être dirigée contre un magistrat qui est encore saisi de la procédure. Elle ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'1 an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure, et elle doit contenir l'indication détaillée des faits et des griefs. Et enfin, elle doit être signée personnellement par le justiciable, indiquer son identité et son adresse, ainsi que les éléments, bien sûr, qui permettent d'identifier la procédure en cause. Si la plainte est déclarée recevable, eh bien, le magistrat peut être déféré devant le Conseil de discipline. Alors, en 2012, le volume du courrier des plaintes des justiciables a oscillé entre 60 et 100 lettres par mois. En moyenne, 40% de ces courriers aboutissent à l'enregistrement d'une plainte. Vous voyez que les conditions de la plainte, il faut qu'elles soient bien cadrées. C'est pour ça qu'il n'y en a que 40% qui aboutissent. Ensuite, le volume des requêtes reste relativement stable. Pour la même année 2012, 11 requêtes ont été déclarées recevables, et en 2013, pour la première fois, il y a eu un magistrat qui a été jugé par le Conseil supérieur de la magistrature à la suite d'une saisine directe des justiciables. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une petite révolution qui, je crois, est en marche, mais comme je vous l'ai dit, elle est encore trop restante pour qu'on en prenne véritablement la dimension. Alors, je vois que le temps passe, je vais donc avancer. Je vous signalerai simplement que le Conseil supérieur, depuis 2010, a publié et est tenu de publier
un recueil déontologique des obligations des magistrats. Ce recueil est public, tout le monde peut se le procurer sur Internet. Ce recueil sert d'ailleurs à la formation des magistrats. Et je pense qu'une très bonne suggestion, ça serait que ce recueil se trouve dans toutes les salles d'audience ou dans tous les tribunaux, de façon à ce que les justiciables qui viennent eh bien, sachent quel est le comportement déontologique prescrit pour chaque magistrat qui va le juger. Alors, pour conclure, je dirais que toutes ces dernières réformes sont, espérons-le, les prémices, je dis bien, d'un renforcement du lien de confiance entre le public et la justice. Beaucoup reste encore à faire, bien sûr, si l'on se réfère au dernier sondage que je crois vous avez rappelé ce matin. Mais pour autant, si l'on compare l'indice de confiance des Français envers les médias ou bien envers les politiques, je dirais que ceux-ci ne sont pas mieux lotis et que nous vivons sans doute une période de défiance généralisée à l'égard de toutes les institutions. Soyons également conscients qu'il ne suffit pas d'augmenter les poursuites et les sanctions pour avoir des magistrats responsables. Et ceci nous renvoie à un tout autre sujet qui est celui du mode de sélection et de formation des magistrats. En tout cas, il faut reconnaître que l'affaire d'Outreau et le travail qui a été réalisé par la commission parlementaire, travail qui a été très douloureusement vécu par la profession, a eu un effet salutaire quant à la prise de conscience par l'ensemble du corps judiciaire de l'image qu'elle donnait dans la société. Je voudrais, pour terminer maintenant, vous dire encore que, à mon sens, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et de ses prérogatives constitue un outil ou un aiguillon qui est capital pour faire progresser, si l'on veut, faire progresser le corps judiciaire. Et à cet égard, j'estime que la composition des membres du Conseil supérieur de la magistrature devrait être beaucoup plus ouverte aux représentants de la société civile. Pourquoi, par exemple, ne pourrions-nous y voir intégrer un représentant des victimes ou des justiciables? Depuis peu, la dernière réforme a permis la nomination d'un représentant des membres du barreau. Or, les magistrats, au début, étaient terrorisés d'avoir... parce que c'est un club, le Conseil supérieur de la magistrature, avec d'une part des magistrats et d'autre part des personnalités désignées, d'éminentes personnalités désignées par les politiques. La présence de l'avocat a un effet miroir. C'est lui qui est de l'autre côté de la barre et qui sait ce qu'est la vie judiciaire, alors que les autres ne le savent pas. Les personnalités ne le savent pas. Donc je pense que, outre cet avocat, une représentation des justiciables ou des victimes permettrait au Conseil supérieur de prendre une meilleure conscience des attentes légitimes de nos concitoyens. Et je vous remercie de votre attention.